Merci beaucoup pour cette invitation. Il y a 30 ans, j'étais ici, j'étais là-bas, j'étais étudiant et je vous écoutais nous faire des enseignements. Et Christine, merci pour ces enseignements, ça a servi. Donc je dois vous parler de problématiques en urologie. Vous allez voir que le problème de l'urologie dépasse l'urologie, puisqu'on a encore parlé de sonde et d'urine. C'est un réel problème. On a plein de problématiques en urologie. Le problème, il est sous-évalué aujourd'hui. On n'a pas vraiment de données concernant les infections urinaires. Et ça touche toutes les spécialités. On va le voir, je vais vous le démontrer, ça. On a une définition de l'infection urinaire qui est peu singulière. C'est quoi une infection urinaire? On va avoir 50 avis dans la salle. Donc c'est vraiment complexe d'en parler. On a une variabilité en fonction des interventions. Imaginez-vous qu'une intervention avec une prothèse, une intervention endoscopique, une intervention pour cancer va donner des choses complètement différentes. Et puis on a des facteurs de risque de gravité et d'infection parce qu'ils sont complètement méconnus. Donc vraiment, on navigue à l'aveugle dans des problématiques qui sont multiples. Je vais vous démontrer tout ça. Alors le problème, il est urologique, ça c'est certain. Vous savez que la population qui meurt de sepsis, la population qui a des sepsis, c'est la population urologique, c'est-à-dire des gens entre 50 et 70 ans. Et les germes responsables sont des germes qu'on voit en urologie, c'est-à-dire de l'Escherichia coli principalement. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet, je vais avancer vite. Vous connaissez ce rapport extrêmement récent qui concernait cette fois-ci des établissements que l'on peut appeler d'EHPAD. C'est une enquête européenne où on voit très bien que dans cette enquête, eh bien, sur 66 000 patients qui étaient hospitalisés, on va dire personnes qui étaient hospitalisées dans les établissements de soins, eh bien, 4% recevaient des antibiotiques et la moitié, c'était des infections urinaires. C'était étiqueté infection urinaire. Donc vous voyez bien que l'infection urinaire et l'utilisation d'antibiotiques dans l'infection urinaire, ce n'est pas que l'urologie, c'est aussi l'EHPAD et vous allez voir plein d'autres choses. On a la chance d'avoir le professeur Guillon qui est là, avec qui on a travaillé sur les données PMSI de patients atteints d'infections urinaires. Eh bien, on s'est aperçu que sur la période de 5 années, sur plus de 8 millions d'infections urinaires qui étaient codées en hospitalisation, eh bien, il y a des patients qui sont étiquetés cystites en hospitalisation. Donc vous voyez bien que les praticiens vont coder infection urinaire à des patients qui ont peut-être juste une simple colonisation bactérienne. Donc il y a vraiment une problématique forte de définition, et puis ce n'est pas le PMSI qui va nous alerter sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, quand on a continué l'étude avec l'équipe de Leslie Guillon, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait des choses alarmantes, intéressantes dans le PMSI, avec un nombre de patients qui avaient besoin d'une chirurgie en urgence pour dérivation urinaire de plus en plus fréquente. On voyait que ça passait de 11% à 15%. Donc le PMSI, on doit continuer à travailler dessus, mais attention, il y a des biais liés à des codages qui sont finalement un peu loin des vraies définitions de l'infection urinaire. Alors, le comité européen a travaillé sur infection urinaire. On voit ici que résistance et infection urinaire associées aux soins, c'est prépondérant. On a 50%, je vous l'arrondis un petit peu, mais en Europe, on a 50% de résistance du colibacille dans les infections urinaires associées aux soins. Alors on va dire, voilà, on va retenir ce chiffre-là, mais non, pas du tout, parce que ça dépend des interventions. Et si on regarde les ECBU qui sont faits en préopératoire, vous savez qu'en urologie, on fait beaucoup de CBU en préopératoire, il n'y a pas qu'en urologie d'ailleurs, on a entendu qu'en gynécologie aussi potentiellement, eh bien, ces ECBU n'ont pas du tout le même profil que les infections urinaires associées aux soins. On a ici, ça c'est une population tout à fait française, on a 2 fois moins de résistance dans les ECBU qui sont faits en préopératoire. Donc vous voyez que la façon de réfléchir dépend des interventions, dépend de la définition, dépend des seuils de bactériurie qu'on va donner. Donc tout ça n'est pas très clair quand même. On est en 2025 et on continue à se poser des questions sur l'infection urinaire. Alors il y a des recommandations. Les dernières recommandations qui sont probablement les plus intelligentes que l'ASFAR a fait avec nous, selon les recommandations sur l'antibioprophylaxie, la problématique de l'ECBU a été balayée, complètement balayée par une phrase qui est assez claire, que le groupe de travail a décidé de ne pas statuer sur l'ECBU, parce que c'est trop difficile. Et vous verrez que j'en reparlerai dans la discussion, on a commencé les recommandations sur l'ECBU, enfin, avoir des recommandations en 2025, peut-être 2026 sur l'ECBU en France, ça va finir par tomber.
On les attend depuis très longtemps. Alors, Pascal Astagnaud et son équipe avaient accepté de venir à notre congrès national il y a 2 ans, un congrès français d'urologie, pour nous parler de SpeakMe, qui était en début d'expérience, avec des premiers chiffres. Et puis, pour la première fois, son équipe a travaillé, et un grand merci vraiment, parce que c'est un gros travail, sur une façon un peu semi-automatique de découvrir des infections post-opératoires. Alors là, c'est l'algorithme que vous connaissez, on va en reparler tout à l'heure, l'algorithme pour la chirurgie non urologique. Vous allez dire, mais pourquoi on a mis l'urologie à part? C'est simple, c'est que le taux de reprise, qui est a priori un bon signe d'infection en orthopédie peut-être, on va en parler après, n'est pas un bon signe pour l'urologie. On voyait que sur 19 000 patients, il y en avait 4 qui étaient repris en urologie, donc ça ne suffit pas à dire qu'il y a une infection. Donc on a décidé avec Pascal et son équipe de faire un algorithme différent pour l'urologie. Différent, pourquoi? Parce que on a besoin de savoir quels patients sont traités de façon significative par antibiotiques dans le post-opératoire. C'est quoi? C'est un patient qui est traité plus de 48 heures en post-opératoire et qui a une bactériurie. C'est ça, quelqu'un d'infecté en urologie. C'est pas tout à fait l'infection urinaire, une bactériurie à isoler. Tiens, j'ai un Escherichia coli 10 puissance 3 après une chirurgie, c'est une infection. Non, que nenni. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des antibiotiques à ces gens-là et ça contribue à l'augmentation des résistances. Il nous faut diminuer cette résistance en diminuant la consommation d'antibiotiques et pour cela, diminuons la consommation de CBU, c'est tout simple. Alors, il nous a donné beaucoup de taux d'incidence d'infection. C'est le début, on va avoir plus de chiffres maintenant. Mais on a des taux, vous voyez, qui sont assez bas en urologie sur les 3 interventions clés. On avait choisi l'urétéroscopie, ablation d'un calcul, c'est une chirurgie endoscopique. On a choisi une chirurgie pour cancer, la prostatectomie, cancer de la prostate. Et on a choisi quelque chose de bénin, très fréquent, qui est la résection transurétrale de la prostate. Ça me paraît être des bons choix, ça tombe bien, on l'a fait ensemble. Mais le taux d'incidence, finalement, lorsqu'on le regarde, il est très faible et ça ne correspond pas tout à fait à notre réalité. Une prostatectomie s'infecte jamais. Une résection de prostate s'infecte souvent. Une urétéroscopie s'infecte souvent. Et quand il s'infecte, il meurt. Donc vous voyez que ces taux d'incidence, finalement, ne reflètent pas tout à fait la réalité. Il nous faut travailler encore plus sur l'algorithme. Alors nos difficultés, elles sont majeures. Pourquoi? Parce qu'on a des actes diagnostiques, mais on a aussi des actes thérapeutiques qui sont tous différents. On a de l'endoscopie, qui est gravissime. L'ablation d'un calcul de l'urtère par urétéroscopie paraît être bénin, et pourtant il y a des gens qui meurent chaque année. L'ablation d'une prostate pour cancer, les gens n'en meurent pas. C'est une opération qui aujourd'hui est presque bénigne. Et puis on a des interventions dites à risque par les gens qui pensent que c'est à risque parce qu'on met des prothèses. On va regarder l'implant pénien, une prothèse, le sphincter artificiel, une autre prothèse. Il y en a un, il y a 0,5% d'infection et l'autre, il y a 10% d'infection. Vous voyez la différence? Pourquoi cette différence? Il faut aller chercher plus loin que les facteurs intrinsèques au malade. Il y a aussi le chirurgien là-dedans. Et on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Alors l'exemple de la biopsie de prostate, très rapidement, en France, on avait fait une étude, c'était environ 3% d'infection après biopsie de la prostate, et puis on a vu que de façon multivariée, c'est la prise récente d'antibiotiques qui augmente le risque. Ah chouette, enfin on le dit, arrêtons d'utiliser les antibiotiques, ça augmente le risque d'infection. Et ça a été démontré dans plein d'études. Et dans les biopsies de la prostate, aujourd'hui, c'est bien connu. Et si on dit qu'un chirurgien va faire 3000 biopsies de la prostate dans sa carrière, et que le risque de mortalité est de 6 pour 10 000, c'est un chiffre global qui est peut-être un petit peu surévalué dans certaines études, alors qu'il va faire environ 400 prostatectomies pour cancer, et que le risque de mortalité est de 0,2 pour 1000, le calcul, il est simple. Il va tuer 2 fois plus par biopsie que par chirurgie du cancer. Donc il y a un moment, il faut qu'on réfléchisse pour comment réduire le risque d'infection post-opératoire, mais c'est surtout en améliorant les indications de ces interventions. Donc il nous faut beaucoup plus travailler sur la partie chirurgicale et le chirurgien et ses indications et comment il le fait, plutôt que le malade en disant oui, il y a le diabète, c'est de sa faute, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le chirurgien qui a une grosse part. Alors la résistance, vous verrez que ça augmente absolument pas le risque de complications dans les biopsies de la prostate. Donc la résistance est un problème, mais ce n'est pas le seul problème. Et donc je vais aller vite sur le résultat concernant la biopsie de la prostate. C'est le chirurgien qui est responsable des infections. Ce n'est pas le germe et ce n'est pas le malade. Donc il faut absolument que l'on se concentre aussi sur comment on fait les biopsies. Alors les pistes, il y en a plein. Il y a la formation continue, chouette.
Moi, je suis secrétaire général du CNP d'urologie et je m'aperçois que la certification périodique a été balayée d'un revers extrêmement rapide. Il va falloir qu'on travaille sur la formation continue. L'établissement de registre, ok, la FSM n'a pas d'argent. Elle nous dit, bah, peut-être l'année dernière, on vous a validé un registre, bah, c'est terminé, pendant 10 ans, on ne va plus vous aider. Donc comment on fait pour les registres, pour les remplir? Et nos collègues libéraux, ils disent, ok, les registres, nous on veut bien, hein, mais qui est-ce qui va les remplir, les registres? Nous, on n'a pas d'ARC. On n'a pas d'interne. Comment on va faire pour les registres? Il faut travailler sur ce sujet, parce que si personne ne remplit bien des données, on n'aura pas de données. Responsabiliser les patients, ça c'est une bonne façon de le faire, parce que les chirurgiens ne sont pas faciles à responsabiliser quand même. Donc il faut vraiment travailler pour responsabiliser les patients. Responsabiliser les chirurgiens va être un petit peu difficile, peut-être les impliquer un peu plus dans les comités nationaux et locaux. C'est ce qu'on essaye de faire à Tours. Ce n'est pas très facile à faire. Aider à la rédaction de recommandations, je vais vous donner un scoop. On a débuté les recommandations sur comment faire un ECBU, pour qui, comment, etc., en urologie et de façon générale en chirurgie. On a commencé ce travail avec la HAS. La HAS, il y a une semaine, m'a répondu « c'est terminé, on ne peut pas vous aider à le faire, parce que comme vous êtes secrétaire général du CNP, vous avez un conflit d'intérêts. Donc on arrête de vous aider pour faire les recommandations. » Vous voyez où on en est pour avancer sur les recommandations? On ne va pas y arriver, ce n'est pas la HAS qui va nous aider. L'incitation à la recherche, on a besoin d'argent pour avancer, parce qu'on n'a pas de données, et heureusement, il y a des équipes comme l'équipe de Pascal qui va nous aider à avoir des vraies données, et puis certainement des facteurs de risque pour réduire ces risques post-opératoires. Alors la recherche, ok, la recherche, bah, allons-y sur la recherche. Ce papier, il date de la semaine dernière, c'est un papier qu'on a fait avec le comité européen qui est paru dans le Lancet, où on a fait une recherche et puis une méthode Delphi pour aller voir quels étaient les biais de la recherche dans l'infection urinaire post-opératoire. Tout simplement, on s'est aperçu d'un truc énorme, c'est qu'il nous suffit d'une mauvaise définition dans les études, et sur les 26 études qu'on a étudiées, il y en a 22 qui avaient des mauvaises définitions, et qu'une différence de 5 malades sur 200 suffisait à passer d'un petit p significatif à 0,12. Donc ça veut dire que l'ensemble des études qu'on a à disposition aujourd'hui sur les infections post-opératoires, infections urinaires, on s'est intéressé à l'urologie, mais on peut imaginer que pour les autres c'est un peu pareil, est très biaisé, hélas. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut absolument qu'on change de paradigme. Le responsable de l'infection, ce n'est pas le malade, c'est le chirurgien et son équipe. Il faut absolument qu'on travaille plus. On avait travaillé avec Jean-Christophe Lucet, que je suis heureux de voir, sur l'environnement au bloc opératoire et comment améliorer les conditions. Il faut qu'on travaille sur ces sujets. On manque de données. Il faut qu'on travaille plus avec les équipes sur ce sujet. La résistance est un réel problème de santé publique, mais ce n'est pas le seul responsable des infections post-opératoires. C'est multifactoriel tout ça, et il faut en tenir compte dans nos études. Il faut vérifier les dogmes. L'ECBU, c'est bien simple, il y a une bonne façon d'avancer. Il faut qu'on arrête de les faire. Les ECBU, dans la grande majorité des choses, ne servent à rien. On va débuter les recommandations. On a avancé sur la bibliographie. On s'est aperçu que sur les 10 interventions majeures d'urologie, il y en avait 2 sur lesquelles l'ECBU avait un intérêt et les 8 autres n'avaient pas d'intérêt. Donc si on supprime les ECBU, on va arrêter les surveillances, ça va permettre de faire moins de travail avec les secrétariats, difficulté pour les récupérer, ces ECBU. On travaille encore avec des fax. On n'a pas de données centralisées pour les récupérer, et puis ça évitera d'utiliser des antibiotiques, ce qui est notre but finalement. Donc il faut absolument évaluer nos chirurgies, et je remercie vraiment beaucoup l'équipe de Pascal de nous aider à faire ça dans ce sens.